Comment transformer la société quand même l'État n'a plus le budget pour y contribuer? Eh bien, c'est tout le défi de l'entrepreneuriat social qui cherche des modèles économiques pour financer l'innovation sociale. Et le fer de lance de l'entrepreneuriat social en Europe s'appelle Ashoka, une ONG qui soutient depuis plus de 40 ans dans le monde les changemakers, des acteurs du changement, dont la plupart sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors, à l'occasion des 20 ans d'Ashoka France, nous recevons aujourd'hui une femme inspirante, engagée, très active sur les réseaux sociaux, Elsa D'Acosta. Bonjour à vous. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Elsa. Merci de C'est un l'invitation. plaisir de vous recevoir. Dans vos écrits, dans vos prises de parole, vous portez une vision systémique du changement. Si vous aviez une baguette magique et si vous aviez une chose pour transformer le monde, transformer la société, ce serait quoi ? Je ferai en sorte que la culture de l'engagement soit diffusée dès le plus jeune âge et à tous les âges de la vie, pour éviter qu'on ait justement des émissions comme celle-ci de manière trop limitée à mon sens, mais que ce soit une normalisation que d'être engagé au quotidien au service de l'intérêt général. Alors on va essayer de vendre cette émission 20h de TF1, je ne sais pas si vous la prendre. Mais ils l'ont déjà acheté, paraît-il, ils l'ont déjà acheté. Alors vous allez fêter les 20 ans d'Ashoka France. Ce sera le 1er juillet, vous allez nous dire à quel endroit ça va se passer, comment ça va se passer. Mais je voudrais aussi savoir le regard que vous portez sur les 2 décennies qui viennent de s'écouler. C'est des décennies qui sont extrêmement émouvantes, je trouve aussi pour nous, parce que ça nous oblige à plonger sous forme, comme des archéologues en fait, de l'ESS et de voir la manière dont le paysage de l'économie sociale et solidaire s'est profondément transformé en l'espace de 20 ans en réalité. Le terme entrepreneur social n'existait quasiment pas, voire pas du tout en fait en France. Il faisait peur au début. Il faisait extrêmement peur, il était même perçu comme un oxymore, comme quoi ça ne pouvait pas aller ensemble d'être entrepreneur et en même temps de travailler pour justement des changements sociaux, ce qui est pour moi une hérésie, parce qu'un entrepreneur devrait même toujours avoir ça en tête. C'est plutôt l'inverse qui me semble être un oxymore, entrepreneur capitaliste. Ça devrait être un véritable oxymore aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Je trouve que le paysage écosystémique a énormément bougé, s'est transformé. Il y a un nombre d'incubateurs de start-up à impact. Le financement aussi s'est transformé. On parle de fonds à impact aujourd'hui. Alors, c'est évident que les enjeux écologiques ont accéléré aussi cette transformation majeure, parfois au détriment du social, mais ça peut-être qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, puisque moi, je pars du principe que c'est pas fromage ou dessert, c'est pas social ou environnement, c'est les deux en même temps, puisque les deux se nourrissent et les deux sont coagulés déjà nativement. Donc ça, c'est les 2 choses que je note, c'est vraiment cette transformation, le fait que de plus en plus de jeunes décident aussi d'embrasser ces carrières avec du sens, et quelque part, c'est aussi un héritage de l'économie sociale et solidaire qui a été bousculée. On a eu un ministère de l'économie sociale et solidaire en France, qui a un peu été de Caribe en Scylla. Il est devenu un secrétariat d'État, puis après une délégation interministérielle. On voit qu'effectivement, il y a un petit sujet en fait, de mobilisation des politiques sur cet enjeu-là. Et puis, je trouve, en fait, à mon sens, que c'est un tel projet d'avenir que justement, les 20 prochaines années vont être extrêmement intéressantes à suivre. Alors, tout ça, ça n'est pas dû que à Ashoka, mais c'est un mouvement d'ensemble, en réalité, qui est né en 1981. C'est Bill Drayton qui crée Ashoka. Oui. Alors, Bill Drayton, c'est un personnage extrêmement intéressant parce que, en fait, c'est un partenaire de McKinsey. Donc, on peut se dire, oh là là, haro, les cabinets de conseil, surtout vu ce qui s'est passé très récemment dans notre actualité en France. Et en fait, c'est un homme qui, dès le plus jeune âge, était extrêmement engagé et passionné par la vie de Gandhi. Et il trouvait que le mouvement les marches de l'Inde et de l'indépendance de l'Inde, avec cette non-violence en bandoulière, c'était des sujets vers lesquels il voulait aller. Donc, il s'engage très vite. Et puis, lors d'un voyage professionnel, il se retrouve en Inde. Et là, il tombe sur des hommes et des femmes dont il perçoit en fait la valeur de changemaker, vraiment d'acteurs de changement à l'échelle de leur village. Et il se dit, mais si je suis capable d'identifier ces hommes et ces femmes dans tous les pays du monde, je vais créer le même mouvement quelque part que Gandhi, non pas pour une indépendance ou une vertu politique, mais pour une transformation profonde de la société au service de l'intérêt général. À tel point que c'est pour ça qu'Ashoka s'appelle Ashoka, parce que c'est un terme de sanskrit qui signifie en fait résilience et qui est aussi le nom comment je pourrais dire ça, un dignitaire indien, un prince indien qui était assez sanguinaire et qui à un moment donné a eu son épiphanie personnelle et a transformé complètement son écosystème. Donc c'est aussi pour montrer que avec une épiphanie, on est capable d'avoir, comme dirait Bill Drayton, son aha moment, c'est-à-dire ce moment où on réalise qu'en fait, il faut vraiment qu'on se transforme. Et donc, il commence à ouvrir le premier bureau d'Ashoka en Inde et pas du tout aux États-Unis.
Donc, et après, l'histoire, vous la connaissez par cœur. Au fil de ces 43 années, plusieurs bureaux s'ouvrent. Et pour la petite histoire aussi, les premiers bureaux qui s'ouvrent en Europe, c'est en Pologne. Après la chute du mur, il y a tout un mouvement aussi de fond dans les pays de l'Est qui vise à redonner en fait une espèce de vitalité et un oxygène économique assez important pour que aussi la population se réapproprie son propre pouvoir d'agir. Et donc les premiers bureaux d'Ashoka en Europe se créent dans les pays de l'Est. Et la France arrive qu'en 2005. En 2005, voilà. D'accord. Alors, ce qui peut être un peu tardif quelque part pour un pays comme le nôtre, on pourrait se dire ça. On ne peut pas déclencher tout en même temps non plus. Non, c'est sûr. En France, quelles sont, à votre avis, les avancées qu'Ashoka France a permis d'obtenir sur le territoire hexagonal ou voire métropolitain? Alors, je dirais que ce qui est assez notable et ce qui fait un peu l'ADN d'Ashoka, c'est l'incarnation de l'entrepreneuriat social. Parce que, évidemment, l'entrepreneuriat social tel qu'il est aujourd'hui n'a pas attendu l'arrivée d'Ashoka il y a 20 ans, surtout en France, avec une tradition quand même de médico-social très forte, de tissu associatif très fort. En revanche, ça pouvait apparaître comme une espèce de magma, sans avoir de figure vraiment qui pouvaient être des leaders et qui pouvaient embarquer pour vraiment transformer les politiques publiques. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une marque de fabrique assez intéressante d'Ashoka, qui nous a d'ailleurs été retranscrite quand on a fait notre mesure d'impact il y a 2 ans, en disant, voilà, s'il y a quelque chose qu'Ashoka a vraiment apporté, c'est que d'un seul coup, on a incarné, et en incarnant, vous le savez mieux que moi, les récits passent un peu plus facilement et sont moins vus comme étant des récits comme ça de militantisme ou politisés, mais deviennent des récits politiques. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu assez rapidement aussi des accords avec des incubateurs et ou des écoles de commerce pour que justement... Dès le début? Oui, assez tôt, bien sûr, notamment avec l'ESSEC. En fait, très vite, il y a eu des rapprochements qui se sont faits parce qu'il y avait déjà des chartes, des chaires qui existaient au sein de ces écoles de commerce qui faisaient la promotion de l'innovation sociale, entrepreneuriat social, en s'inspirant beaucoup de ce qui se passait dans les pays anglo-saxons. Donc, il y a eu cette accélération à laquelle Ashoka a contribué. Puis après, je peux vous donner des exemples très simples. Les premiers fellows d'Ashoka, on compte notamment Marie Trélucane de l'association Unicité, qui est à l'origine, qui est de l'inspiration de la politique publique du service civique. Vous avez un Frédéric Bardot de Saint-Plon, qui est à l'origine des grandes écoles du numérique. Mais je pourrais vous en citer 86, comme ça, qui sont les fellows Ashoka français. Il y a toujours en germe, et c'est ça qui nous intéresse quand on va les chercher, toujours en germe le démarrage d'une politique publique, en fait. Parce que comme on parle de changement systémique, c'est extrêmement important de garder ça en tête. Ça veut dire une transformation de regard et l'utilisation de la loi, parce qu'on croit aussi en ça, l'utilisation de la loi pour pouvoir accélérer ces dynamiques de changement. En gros, on est un petit laboratoire, on teste, on expérimente à une certaine échelle, donc ça peut être métropolitaine, ça peut être à l'échelle d'une région. Et après, on va chercher l'État pour que lui-même implémente la transformation, parce qu'il s'agit vraiment de promouvoir un monde plus juste, plus durable, où tout le monde peut être acteur de changement justement sur ces thématiques-là. Alors, entrepreneur social, oxymore ou pas, on en a parlé. Moi, non, ouais. Et puis vient 2014, la loi Hamon, la loi de l'économie sociale et solidaire, qui fait entrer l'entrepreneuriat social dans la famille de l'économie sociale et solidaire. Et vous, Elsa D'Acosta, vous dites que l'économie sociale et solidaire est un modèle d'avenir. Pourquoi est-ce que, pour vous, l'ESS est un modèle d'avenir ? Parce que par essence, il porte en germe l'idée même d'une société plus juste et plus durable. Et puis, c'est pas moi qui le dis en réalité, Frédéric. C'est l'ONU, c'est l'OCDE, c'est le Bureau international du travail. Quand vous regardez les grandes recommandations du moment, elles sont assez claires pour dire que la seule issue possible pour adresser les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc, il y a quelque chose qui m'échappe, c'est est-ce que ces recommandations qui viennent d'institutions qui ont quand même prouvé leur valeur fait qu'elles n'arrivent pas à percoler, à décoller la pulpe du fond de certains hommes et femmes politiques du moment pour mettre les moyens à cet endroit-là. Parce qu'on sait très bien qu'investir, financer, soutenir, agir dans l'économie sociale et solidaire déclenche ensuite des coûts évités pour l'ensemble de la société. Simplement, ces coûts-là, il faut les laisser s'épandre dans le temps parce qu'effectivement, d'un point de vue court-termiste, il y a d'abord un investissement à faire. Mais quand on est vraiment entrepreneur, ça, on le sait. Et ce n'est pas forcément une prise de risque puisqu'aujourd'hui, on a moult algorithmes qui peuvent nous calculer, moult modèles économiques qui peuvent nous prouver ça. Donc pour moi, en fait, ce n'est même pas que c'est un projet d'avenir.
C'est de toute façon le projet basique de société en réalité pour que tout le monde ait sa juste place, soit considéré de la même façon et puis surtout retrouve ses droits fondamentaux en fait, ces droits communs que parfois on a tendance un peu à oublier et que l'économie sociale et solidaire exprime tous les jours dans ses modèles de gouvernance, dans les sujets qu'elle adresse et dans la manière de redistribuer aussi les richesses qu'elle produit. Mais son modèle économique, l'économie sociale et solidaire, est particulièrement difficile. En ce moment, disons-le, l'ESS est en crise. C'est pas la fête, on dira. C'est quand même pas la fête. Comme disent mes enfants, c'est pas la fête, maman. Non, c'est pas la fête. Et vous dites qu'il faut repenser le modèle économique de l'intérêt général. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je pense qu'il ne faut même pas le repenser, il faut le penser tout court. Je ne suis même pas sûre qu'un jour il ait été pensé, le modèle de l'intérêt général. On a la sécurité sociale, on a un héritage quand même social qui est financé par un vieux modèle français. Oui, mais je pense qu'on l'a vu comme étant un acquis. C'est comme, vous savez, le droit à l'IVG. D'un moment donné, on se dit, bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a toujours des piqûres de rappel. Il faut toujours se resensibiliser. Il faut toujours voir les évolutions de la société et repenser les choses à cet endroit-là. Concernant l'intérêt général, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Parce que parfois, mon côté cadré aurait envie qu'il y ait une définition figée de l'intérêt général pour qu'on puisse s'y référer. Ça a été mon premier questionnement, c'était celui-là. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'intérêt général ? Alors justement, figurez-vous, Frédéric, qu'il n'y a pas de définition. Pour la bonne et simple raison que le Conseil constitutionnel vous dit, et certainement à juste titre, qu'il y a une forme de plasticité de l'intérêt général. Chacun porte son propre intérêt général ? Non, ça veut dire qu'en fait, l'intérêt général, il évolue au gré du monde, des contraintes économiques. L'intérêt général de 1939, c'est pas le même intérêt général que 2025. On voit bien que les défis sont pas les mêmes. Donc, quelque part, ça peut s'entendre. Néanmoins, mon sujet, c'est qu'est-ce qui fait que depuis 10 ans, le Conseil constitutionnel a été saisi 2 fois plus qu'auparavant pour pouvoir arbitrer sur des décisions qui incorporer l'intérêt général. Parce que c'est pour ça que je reviens sur mon histoire du démarrage où vous me posiez la question, ma baguette magique, qu'est-ce que je veux faire ? Si on est en capacité d'avoir une culture de l'engagement au service de l'intérêt général dès le plus jeune âge et à tous les âges de la vie, on n'aura peut-être pas besoin de requérir 2 fois plus au Conseil constitutionnel pour pouvoir arbitrer, parce qu'on saura le faire à un niveau en dessous, puisque le Conseil constitutionnel, c'est quand même le Graal, entre guillemets, des arbitrages. Donc il y a un vrai sujet autour de ça, et jusqu'à présent, on a pensé que l'intérêt général, c'était finalement la synthèse des intérêts particuliers. Ce qui est archi faux. L'intérêt général, c'est méta, c'est bien plus large, ça transcende les intérêts particuliers. Donc ça n'a jamais été vécu comme ça. En tout cas, c'est de moins en moins vécu comme ça, d'où le recours au Conseil constitutionnel. Et la dernière chose, c'est qu'on a le sentiment que seul l'État peut financer l'intérêt général, ou les associations, qui peu ou prou, c'est un peu la même chose, parce qu'elles sont financées soit par l'impôt, enfin en tout cas les défiscalisations, soit par des subventions. Moi, je crois, et j'en suis convaincue, que l'intérêt général, c'est l'affaire de tous. Les entreprises, l'État, les citoyens. Et tout le monde doit être autour de la table pour discuter de ces enjeux-là. Alors, petite question d'actualité. Fin avril se tenait Je vous vois venir. À Bercy la première conférence des financeurs de l'ESS. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Déjà, j'y étais pas. Vous auriez pu être invité. J'aurais dû être invité. Vous auriez dû. Oui, j'aurais dû être Pourquoi ? invité. Je trouve que quand on a la chance dans ce pays d'avoir un réseau comme celui d'Ashoka, qui est quand même le premier réseau mondial d'entrepreneuriat social à fédérer 4000 entrepreneurs sociaux dans 93 pays du monde, qui ont tous expérimenté des problématiques de financement à un moment donné, on aurait peut-être eu 2-3 choses à dire, ne serait-ce que pour avoir une posture d'humilité en France par rapport à des modèles qui peuvent être éprouvés dans d'autres pays. Ne serait-ce que pour ça, sans même parler de ma parole d'acteur de l'innovation sociale en France, et qui, moi aussi, le financement, je le vis tous les jours, puisque je dirige une association, et nous avons également une fondation abritée par la Fondation de France. Donc on connaît les problématiques de financement comme les problématiques de collecte. Vous étiez légitime à y être. Parmi les 60 autres invités, vous n'y étiez pas. Je pense. Vous avez entendu ce qui s'y est passé ? Oui. Après, je voudrais juste quand même ajouter quelque chose d'assez important. C'est que j'ai aussi la chance de siéger et au Centre français des fondations et à ESS France de manière... Qui étaient tous les deux représentés. Qui étaient représentés. Donc d'une certaine manière, je peux dire que j'y étais, mais pas en tant qu'Ashoka France. Pardon. Donc, qu'est-ce que vous retenez de cette première conférence des financeurs de l'ESS ? Est-ce que ça vous donne espoir ? Est-ce que vous êtes déçu, comme l'expriment certains acteurs ? Est-ce que vous attendez le prochain rendez-vous ? Et est-ce que vous avez entendu ou senti des pistes intéressantes à creuser ? Ce que je trouve intéressant, c'est déjà que cette conférence ait eu lieu.
qu'elle ait été déclenchée, parce qu'elle est aussi le signe d'une prise en compte de la part de Bercy d'une problématique majeure sur le financement de l'économie sociale et solidaire en France. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Après, ce qu'il en est ressorti, un communiqué de presse assez succinct sur un plan de route assez hypothétique au conditionnel, on peut ressortir assez frustré de voir qu'il n'y a pas encore de plan d'action, parce que là, on n'en est pas à la feuille de route. Ces expérimentations concernant les difficultés de financement de l'ESS en France, elles ne datent pas d'il y a 3 jours. La réalité, c'est celle-là. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on considère maintenant le privé comme étant un acteur prépondérant, mais je ne voudrais pas qu'il soit supplétif, je voudrais qu'il soit complémentaire à la manière dont l'intérêt général est financé aujourd'hui en France, et notamment l'ESS. On sait que quand il y a 1 euro d'argent public, ça déclenche 2 à 3 euros d'argent privé complémentaire. Donc l'argent public reste indispensable. Ouais. Ou la garantie publique, comme le demandent certains. Et puis pour garantir la mission aussi, et pour quelque garantir part. La mission. Elsa Dacosta, chez Ashoka, vous avez accueilli cette année 4 nouveaux fellows. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous... Parce que vous avez des fellows, alors c'est quoi les fellows chez Ashoka ? C'est les meilleures réussites, c'est les gens qui reçoivent une médaille, c'est quoi un fellow chez vous ? Et qu'est-ce qu'ils incarnent en termes d'innovation, ces 4 nouveaux fellows de 2024 ? Alors un fellow Ashoka, c'est un entrepreneur social ou une entrepreneur sociale qui a une obsession, c'est le problème auquel il ou elle s'attaque, une obsession de résolution de ce problème-là. Et ce sont des gens qui sont notamment extrêmement inspirants, vous en connaissez quelques-uns, j'en ai déjà cité entre Fred Bardot, Marie Trélucane, Saïd Amouche. Il y en a qui viennent sur ce plateau, bien sûr. Il y en a qui viennent beaucoup et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à venir sur ce plateau. Les 4 derniers de la promotion 2024, ils incarnent en fait des problématiques de société auxquelles il faut qu'on s'attaque urgemment. Je pense à Gallo Diallo, qui en fait gère avec le Smile Movement le fait de faire des réseaux sociaux un endroit de promotion de l'innovation sociale et de change-making aussi. On a toujours tendance à taxer les réseaux sociaux d'être plutôt l'avilissement total de la société, et donc au contraire, il veut faire un peu un effet de jujitsu, de servir de cette force-là pour diffuser aussi une vision qui soit différente. Je pense aussi à Camille Labro, avec l'école comestible, qui elle a pour vocation de diffuser des ateliers de bien manger, manger sain au sein de l'éducation nationale, pour que très vite, les jeunes puissent faire en sorte de limiter les problématiques sanitaires qui nous tombent dessus de plus en plus, du fait justement des problématiques environnementales. Le taux de cancer a augmenté de 100% en quelques années, vous l'avez vu, et on ne peut pas aujourd'hui être aveugle et en se disant que ce n'est pas une conséquence aussi bien de la pollution que de la manière dont on se nourrit aussi. Comment on devient fellow ? On postule ? Vous allez les chercher ? Comment ça se passe ? La meilleure manière d'être fellow, c'est d'être promu par un fellow actuel. Un autre fellow. Ouais, parce qu'en fait, le process de sélection est tellement complexe, exigeant, parfois c'est de 6 mois jusqu'à 2 ans, que les fellows assermentés savent très bien quel type d'individu peut être en capacité d'assumer ce rôle-là. Après, ce n'est pas une médaille, c'est plutôt, je dirais, la reconnaissance d'une compatibilité avec la vision d'une organisation. Ils ne sont pas meilleurs que d'autres entrepreneurs sociaux qui ne sont pas fellows. Mais ces fellows, ils constituent le cœur de votre communauté. C'est la plus grande richesse que porte Ashoka finalement. Et vous avez organisé l'an dernier un felloton. Oui. Alors, un felloton, c'est le hackathon des fellows, d'accord, le felloton. Et ça vous permet de capter des signaux faibles. Ouais. Qu'est-ce que vous avez capté l'année dernière ? Déjà, j'ai adoré ce moment parce que je me suis imposée aussi que ce soit un moment de marche. Donc, ce n'était pas derrière un écran ou dans une salle de réunion la plupart du temps. C'était plutôt dans des endroits où je marchais avec certains fellows, avec Marine Quenin d'Enquête, avec Saïd Amouche au bord de l'Arsenal. Et en fait, il ne se dit pas la même chose dans ce genre de moment que dans une salle de réunion, justement. En marchant, on libère son corps et on libère aussi ses pensées, etc. Donc, il y a eu énormément de signaux faibles, notamment l'urgence à déployer des récits, qui soient des récits d'inspiration et qui mobilisent le grand public sur la problématique de l'économie sociale et solidaire et sur le changement de système et sur la déliquescence d'un modèle capitaliste, en fait. Et l'autre signal faible, c'est l'inquiétude du faible soutien de l'État, ou en tout cas d'un désengagement de plus en plus fort de l'État sur ces problématiques-là, et d'une ubérisation de l'intérêt général, presque d'une délégation
sur certains acteurs. On l'a vu avec les Restos du Cœur, notamment, qu'on arrive aussi à un essoufflement parce qu'il n'y a pas de considération de la problématique de la très grande précarité alimentaire en France. C'est pas normal que quand Coluche crée les Restos du Cœur, il y ait 3500 repas par jour et qu'aujourd'hui on en soit à 350 000 et que 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur sont des jeunes de moins de 25 ans. On ne peut pas se satisfaire de ça et on ne peut pas se dire parce qu'on finance l'État cette partie-là, on ne va pas traiter la problématique de la très grande précarité alimentaire. Et ça, c'est des choses qui ressortent régulièrement de la bouche des fellows sur leur propre thématique. De se dire, je ne comprends pas qu'en fait, il n'y ait pas plus de compréhension, qu'en fait, en réglant ce problème-là, c'est d'autres sujets aussi qui vont être abordés, qui vont être traités. Donc il y a une forme de, je dirais pas de désillusion, mais il y a une forme de questionnement profond de la part des fellows Ashoka sur la capacité à penser que l'État puisse être un réel allié dans les problématiques qu'ils défendent. Il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est celui de la jeunesse. Ouais. Vous avez organisé l'année dernière une assemblée des jeunesses. Ouais. C'est donc un programme d'Ashoka. Qu'est-ce que ça vous a appris ? En fait, cette assemblée était intergénérationnelle. C'était donc 100 citoyens, 2 tiers de jeunes de 16-25 ans et 1 tiers de plus de 45 ans, de jeunes expérimentés, comme on les appelait, pour éviter de dire que ce n'étaient vraiment pas des jeunes. Et ce qui était très intéressant, au-delà même des propositions, parce que l'objectif c'était de les réunir un peu en mode convention citoyenne, sur qu'est-ce que c'est que le succès, la réussite au XXIe siècle. Ça doit incarner quoi ensemble, si collectivement on doit le faire. Évidemment, je n'étais pas surprise de voir la qualité des propositions qui sont ressorties de ces 6 mois de travail sur différentes thématiques, l'engagement, l'orientation scolaire, la relation au travail, l'environnement, etc., le vivre ensemble, etc. Mais ce qui était fascinant, c'est de voir, d'étudier d'un point de vue sociologique, qu'est-ce qui freine ou qu'est-ce qui accélère les coopérations intergénérationnelles. Et on partait avec des biais, parce que ça a été, évidemment, il y aura un livre qui sortira de cette expérimentation-là pour expliquer la manière dont on voit, nous, le mentorat, en fait, dont Ashoka l'a expérimenté. Et en fait, nous sommes bourrés de biais, c'est-à-dire que nous, on était persuadés que ce qui frottait, c'était la différence d'âge. Et en réalité, pas du tout. Ce qui frotte, c'est la différence de milieu social. C'est-à-dire qu'il y a des doubles censures qui apparaissent. Vous pouvez avoir un binôme jeune, moins jeune, qui fonctionne très bien parce qu'il y a une forme de terrain commun sur des catégories socio-professionnelles ou des milieux culturels. Et en revanche, parfois, c'est plus compliqué. Et l'âge ne fait qu'accélérer justement cette différence de mentorat. Et après, la grande conclusion, c'est de se dire qu'il faut se méfier de nos bonnes intentions quand on décide de mentorer un jeune, en fait. Parce que souvent, on veut faire valoir son expérience pour lui faire relativiser ses propres problématiques. Sauf que la temporalité du jeune, elle ne peut pas être en projection. Je prends un exemple tout bête, mais quand vous avez un jeune qui a de l'acné et que vous lui dites « T'inquiète pas, moi aussi j'en ai eu, ça va bien se passer », en fait, au moment où on lui dit, on pense que c'est salvateur parce qu'il ne peut pas être en capacité de s'imaginer parce que lui, tous les jours, il est confronté à sa problématique. Donc ça demande une posture vraiment d'écoute, de mise à distance de ses propres souvenirs d'enfance pour ne pas les mettre comme étant une manière d'accompagner ce jeune-là, mais d'être purement dans le moment avec lui et d'essayer de trouver des réponses comme si on était vraiment dans ses chaussures. Donc c'est entre l'empathie et la compassion. Et en vrai, Frédéric, tout le monde n'est pas capable de ça. Donc c'est pour ça que je me méfie de l'industrialisation du mentorat qui est génial aussi parce qu'il apporte plein de choses. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse attention aussi à la formation et la bonne compréhension des choses. Et ce qui est valable dans ce mentorat-là, il est valable dans toutes les relations humaines qu'on peut avoir avec quelqu'un qui est différent de soi, en fait. Et ça, c'est hyper fort. Alors, il y a les jeunes qu'on accompagne, qu'on mentore, et puis il y a les jeunes, peut-être parfois ce sont les mêmes, qui deviendront les changemakers de demain. Et ces jeunes-là, vous allez les voir dans les écoles de commerce, vous intervenez à l'ESSEC, vous préparez quelque chose à l'EM Lyon. Racontez-nous un petit peu comment vous travaillez avec les écoles de commerce. J'ai eu la chance d'être contactée par Émeric Marmora qui gère le Bachelor Act entre l'ESSEC et Cergy Université pour animer un cours d'un trimestre sur médias et engagement parce que je sortais des états généraux de l'information à ce moment-là. Vous avez une formation de journaliste. Oui, et puis l'information, c'est clé et c'est aussi une obsession et une passion pour moi. Donc tant que je peux essayer d'éveiller les consciences sur ces sujets-là, je suis très heureuse de le faire de manière très humble. Donc j'avais une classe de 35 élèves avec qui j'ai passé des moments extra à les former sur les modèles économiques des médias, sur distinguer le vrai du faux, sur le fait de la problématique environnementale, est-ce qu'elle est traitée suffisamment bien dans les médias.
La réponse est non. Non, pas suffisamment, c'est sûr. Et quand elle est traitée, elle n'est pas forcément traitée comme on aimerait qu'elle le soit. Mais bon, ça, effectivement, ça fera l'objet d'une autre émission, si vous voulez. Et en fait, c'est des expériences que j'adore parce qu'elles me nourrissent. Parce que je suis connectée en fait à la temporalité du moment, du présent et de ces jeunes qui vont devenir ceux qui vont transformer la société. Donc ça, sur ce cours, j'ai adoré. Et la posture d'enseignante coopérative, parce que je construisais mes cours avec eux, c'était hyper important pour moi. Ça, c'est avec les jeunes. Ouais. Et avec la direction de l'école. Comment une formation sur l'engagement est prise par la direction de l'ESSEC? Évidemment, ils sont d'accord puisqu'ils vous font venir. Mais ça doit coincer un petit peu dans certains angles, non? Alors non, déjà, ça se passe plutôt bien parce que je rempile, figurez-vous. Donc, a priori, ils étaient plutôt contents de la première session. Et puis là, c'est une formation très particulière, le Bachelor Act. C'est-à-dire que c'est une synergie, un partenariat entre Cergy Université et l'ESSEC pour faire en sorte d'avoir une trentaine de jeunes sélectionnés sur le volet déjà engagés. Donc, ce n'est pas une population, ce n'est pas l'ESSEC comme ou le M Lyon comme moi je l'ai connu. C'est vraiment un angle un peu à part, certainement aussi pour essaimer et pour faire de l'expérientiel, pour pouvoir diffuser ça auprès de l'ESSEC. Ce qui me permet de rebondir sur votre question concernant le M Lyon. Oui, parce que vous allez Ouais. vous commencez à construire quelque chose avec le M Lyon. Ouais, je suis très heureuse déjà parce que... c'est l'école par laquelle vous êtes passée, absolument, si je me souviens bien. Ouais. C'est ça, Ouais, je me rappelle de il y a votre profil. quelques années de cela. Et j'ai eu la chance, avec Isabelle Huot, qui est la présidente de l'EM Lyon, d'avoir quelqu'un en face de moi qui a des convictions et qui est très consciente du fait qu'il faut que les enseignements des business leaders soient teintés des problématiques d'innovation sociale. Et donc, comme c'est une école internationale, ça faisait relativement sens qu'une organisation internationale, en tout cas dont la branche française est en plus dirigée par une ancienne de l'école, puisse trouver des choses intéressantes à raconter. Donc, masterclass de fellow auprès des étudiants de l'EM Lyon, discussion avec leur incubateur de start-up aussi pour teinter cet incubateur de start-up d'innovation sociale. Et dernier point, un axe recherche aussi qui va se développer relativement fortement dans quelques années. L'idée, là, on part à minimum pour 3 ans. Et là-dessus, on est aussi beaucoup accompagné par la fondation du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, qui croit en ce projet-là pour justement la diffusion de la culture de l'engagement à tous les âges de la vie. Elsa D'Acosta, quel rôle vous voyez Ashoka jouer dans la construction des politiques publiques de l'avenir? Majeur parce qu'en fait, avec nos fellows, déjà, on a des capteurs partout sur différents secteurs. On est capable de faire cette synthèse-là. Le fait que nous travaillons aussi avec des entreprises tous les jours, avec des partenariats structurants, ça veut dire qu'on a aussi un regard sur la manière dont on peut faire économie au service de l'intérêt général, d'avoir vraiment une économie au service de la société et pas l'inverse, ce qui est plutôt le cas régulièrement aujourd'hui. Donc je pense que nous, sans aucune prétention, pardonnez-moi, mais j'en profite parce que vous me donnez l'opportunité. Moi, je pense qu'on est un acteur incontournable du XXIe siècle parce qu'on a été pionnier sur ce champ de l'innovation sociale. Et rester pionnier pour moi, pour les 20 prochaines années, c'est clairement être à la table des négociations pour les politiques publiques. Ce sera la question finale. Dans 20 ans, on en sera où avec Ashoka? Si on doit mesurer votre impact en 2045, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous projetez? Exactement ce que j'étais en train de vous dire précédemment. C'est-à-dire que j'aimerais que cette culture de l'engagement, elle soit un axe prépondérant au sein même de l'éducation nationale. J'aimerais qu'on n'ait pas besoin d'avoir différents statuts type société à mission, politique RSE, joint venture social, qu'on en rajoute, mais qu'en fait qu'on se dise tous quelle est ma part, moi, dans l'organisation économique aujourd'hui pour servir l'intérêt général. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit le faire à 100%, mais chacun doit faire sa part et ça va être notre objectif de plaidoyer pour les années à venir. Les 20 ans, c'est le 1er juillet. À quel endroit? Au Chalet du Lac, à Saint-Mandé. On s'inscrit quelque part? C'est sur invitation? C'est sur invitation. Mais vous êtes invité, Frédéric, bien sûr. Merci beaucoup, Elsa D'Acosta, d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Et bien sûr, on se retrouve très vite sur mediatico.fr. Si cette émission vous a plu, vous le dites évidemment. Vous vous abonnez à notre chaîne YouTube et vous vous abonnez à mediatico.fr, le média qui replace l'économie sociale et solidaire au cœur de l'actualité.